Bienvenue à ce débat sur les menus VG dans la loi française. Depuis quelques années, il y a un consensus à la fois au sein des organisations scientifiques et au sein des organisations qui travaillent sur des scénarios de transition agricole et alimentaire, sur la nécessité de réduire beaucoup notre consommation de protéines animales. Donc c'est le cas par exemple dans les scénarios AFTER à l'échelle française, dans le scénario TIFA à l'échelle européenne et aussi dans un certain nombre de scénarios qui sont développés par des structures scientifiques, par exemple les travaux de Marco Springmann. Donc tout ça, ça s'inscrit le plus souvent dans des scénarios de transition qui intègrent à la fois donc une évolution quantitative des productions agricoles, mais aussi une évolution qualitative, c'est-à-dire une réduction de certaines pratiques, de certaines filières agricoles, avec en parallèle un soutien à d'autres pratiques, d'autres filières agricoles. Tous ces éléments ont été pleinement intégrés par les participants à la Convention citoyenne pour le climat, ce qui est une très bonne chose. Donc, ces participants ont pu être nourris par un certain nombre d'éléments très précis sur la question alimentaire et agricole. Et donc, ils ont fait des propositions de transition alimentaire qui sont très en phase avec nos propositions associatives, c'est-à-dire des propositions assez fortes de réduction de la consommation de protéines animales, notamment dans la restauration collective. Donc, ces propositions qui vont vous être présentées dans le cours de ce débat, avec malheureusement une proposition de traduction législative extrêmement décevante de la part du gouvernement. C'est dans ce contexte qu'on vous propose ce débat, cette discussion. Donc, c'est à la fois un temps d'information, c'est aussi un temps de mobilisation. Les discussions parlementaires ont lieu en ce moment. Elles peuvent intéresser à la fois, bien sûr, les parlementaires, mais aussi les représentants des associations, les citoyens et citoyennes qui peuvent se mobiliser sur ces discussions. Et tout ça va vous être présenté par Arthur, qui est le modérateur de cette discussion. Merci Elodie, bonjour à toutes et à tous, merci de suivre ce live. Alors aujourd'hui, pour nous éclairer sur ces sujets qui sont passionnants, nous avons David Cormand qui est député européen, membre du groupe Vert ALE. David Cormand, bonjour. Nous avons aussi le député de la Gironde, membre de la France Insoumise, Loïc Prudhomme, et nous rejoindra vers 10h30 le député de l'Essonne, Cédric Villani. Mais aussi des associatifs qui sont présents, donc Éline Etienne de l'AVF et Benoît Granier du réseau Action Climat. Et pour démarrer tout de suite, peut-être une première question pour vous, Benoît. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être la genèse des débats autour du projet de loi climat et leur contenu en ce qui concerne se nourrir, en particulier sur les menus végétariens? Quels sont vos moyens d'action là-dessus? Oui, merci beaucoup Arthur. Donc en effet, le projet de loi climat trouve son origine dans la Convention citoyenne sur le climat, donc 150 mesures dont une partie qui était sur la thématique se nourrir. Et donc Emmanuel Macron avait promis de reprendre toutes les mesures sans filtre, sauf 3 jokers, sachant que la majorité des mesures devaient être reprises dans une loi sur le climat. Donc le réseau Action Climat, qui est donc un réseau d'une trentaine d'associations nationales et locales, dont Greenpeace, dont le WWF, le Secours catholique, a décidé de défendre le sans filtre, c'est-à-dire de soutenir en priorité 5 ou 6 mesures structurantes inspirées donc, des mesures de la Convention. Donc, d'abord, c'était les mesures de la Convention elle-même. Et puis ensuite, quand on a vu que le sans filtre n'était pas d'actualité, on a donc essayé de proposer des amendements à la fois avec ces mesures-là, et puis des fois les choses qui étaient un peu ajustées pour qu'il y ait plus de chances également que ça puisse passer, et pour que ça soit aussi mieux calibré sur les questions climatiques. Donc, parmi ces mesures-là, on a repris notamment la question de la mise en place de mécanismes de solidarité alimentaire. Donc, il était question notamment de chèques alimentaires dans la Convention. Donc, on a réfléchi à ce dispositif. On a également repris l'interdiction de la publicité pour les produits alimentaires trop riches en sucre, en sel et en gras, un amendement qu'on a travaillé avec l'association Foodwatch. Également, la création d'une taxe ou plutôt d'une redevance sur les engrais azotés avec les Amis de la Terre. Un moratoire sur les élevages les plus industriels qui nous tenait beaucoup à cœur dans cette démarche du moins et mieux de produits d'origine animale dont je reparlerai tout à l'heure. Donc, c'est un amendement qu'on avait travaillé avec Greenpeace.
Et en ce qui concerne donc la restauration collective, deux mesures. Donc, une première qui vise en fait à améliorer la qualité des produits issus de l'élevage qui sont servis dans la restauration collective. Et l'autre qui concerne justement l'option végétarienne quotidienne, qui était une mesure prioritaire pour Greenpeace, qui avait déjà beaucoup travaillé avec AVF notamment depuis quelques années et qui avait justement réussi à faire en sorte que ça soit intégré en tant que menu hebdomadaire dans la loi Egalim en 2018. Donc, on a retenu ces mesures parce qu'elles sont en faveur d'une transition vers un modèle agricole plus écologique et vers une alimentation durable et accessible à tous. Et à tous et à toutes, ce qui est donc des éléments centraux pour le réseau Action Climat. Et donc, je parlais rapidement du moins et mieux tout à l'heure. Donc, c'est vraiment dans cette logique-là qu'on a à la fois cet amendement de moratoire sur les élevages industriels, l'option végétarienne, et donc l'amélioration de la qualité des produits d'origine animale dans la restauration collective. Donc, ce moins et mieux, c'est moins et mieux à la fois de production et de consommation de produits d'origine animale, avec l'idée qu'il faut réduire cette consommation et cette production d'au moins 50% d'ici à 2050. Donc, c'est quelque chose qui nous semble nécessaire à plusieurs titres, à la fois pour le climat, puisqu'on estime qu'en France, les émissions de gaz à effet de serre issues de l'élevage correspondent entre 70 et 80% des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Et à ce titre, l'option végétarienne, si elle est appliquée dans toute la restauration collective publique, c'est d'après nos estimations plus d'1 million de tonnes équivalent CO2 qui seraient économisées tous les ans. Donc, ça serait une des mesures les plus impactantes de l'ensemble de ce projet de loi. Mais c'est quelque chose qui va au-delà du climat, puisque moins de viande et de la viande de meilleure qualité, c'est moins de pollution, en particulier les pollutions locales, mais aussi beaucoup moins d'atteinte à la biodiversité. C'est aussi un meilleur bien-être animal, c'est une meilleure rémunération pour les éleveurs, c'est une viande qui est aussi plus saine pour les convives. Et c'est, chose très importante, c'est la diversification des apports en protéines, avec davantage de protéines végétales, dont les légumineuses, qui sont essentielles à la fois pour la santé des sols et pour la santé des convives. Donc, pour défendre ces différentes mesures, et en particulier l'option végétarienne, le réseau Action Climat a fait un certain nombre d'actions, certaines plutôt en propre ou en lien avec nos associations membres, et d'autres avec d'autres alliés dans des cercles un peu plus larges. Donc, on a par exemple produit une vidéo sur les menus végétariens qui mettait en scène un éleveur et un chef de cantine qui montrait combien, quand on mettait en place des menus végétariens, on pouvait ensuite réutiliser les économies réalisées pour avoir plus de produits bio, et notamment quand on sert de la viande qui soit de meilleure qualité. On a également commandé un sondage sur la consommation de viande des Français qui a aussi montré que 80% des Français souhaitaient que les menus végétariens soient servis en restauration collective et que ça soit une obligation pour la restauration collective. Plus de 70% des Français souhaitaient que l'option végétarienne quotidienne soit elle aussi rendue obligatoire. Après, on a eu un certain nombre d'actions assez classiques à organiser des conférences de presse en particulier. Et puis, on a aussi été auditionné par les députés en charge de l'examen du projet de loi climat, ce qui nous a aussi amené dans le même temps à rédiger un certain nombre d'amendements que j'ai évoqués tout à l'heure, à les transmettre, à les défendre auprès des députés, de leurs collaborateurs, de solliciter des rendez-vous, d'envoyer des argumentaires par email, et notamment d'utiliser un certain nombre de notes, d'études et d'enquêtes qui ont été réalisées non pas par le réseau Action Climat lui-même, mais par nos alliés qui sont avant tout Greenpeace et l'AVF, donc l'Association végétarienne de France, qui ont travaillé énormément ces derniers mois et même plus que ça pour produire un certain nombre de supports qui ont été extrêmement utiles au plaidoyer. Et je vais laisser sans doute Éline en dire un peu plus dans les prochaines minutes. Merci Benoît. Avant de donner la parole à Éline, je rappelle, j'étais un peu rapide tout à l'heure, que vous pouvez poser des questions sur Facebook. On les reprendra assez rapidement et en même temps, on aura des réactions des parlementaires qui sont présents. Du coup, on parlait des études. Éline, Étienne, est-ce que vous souhaitez nous présenter un petit peu ces différentes études et ces différents décryptages que vous avez réalisés, notamment sur le sujet, je sais que vous en avez fait, le sujet précis de l'option végétarienne?
Oui, merci beaucoup. Effectivement, donc la Convention citoyenne pour le climat a proposé, dans un objectif de réduction de 20% de la consommation de protéines animales en 2030, elle a proposé qu'une des mesures pour atteindre cet objectif, ce soit l'introduction d'une option végétarienne quotidienne dans toute la restauration collective, pas seulement dans le scolaire. Et ça tombe bien, si je puis dire, puisque à l'AVF, c'est une de nos revendications de longue date. On a beaucoup d'usagers, beaucoup de familles qui nous écrivent tous les jours parce que leur enfant n'a pas de repas équilibré le midi, parce qu'il est végétarien, parce qu'il ne mange pas de viande, parce qu'il ne veut pas en manger tous les jours. Et donc, c'est un combat pour nous qui est historique. Le combat pour une option végétarienne quotidienne, ce qui fait que quand les discussions ont commencé sur cette option suite à la Convention citoyenne, nous, on avait déjà travaillé sur le sujet depuis plusieurs années. Et donc, on a produit un certain nombre d'études et de documents d'expertise. Et pour vous donner la genèse de ces études, en fait, on a eu un rendez-vous avec Greenpeace, avec un des conseillers du ministère de l'Agriculture qui nous a dit « On n'est pas contre l'option végétarienne, mais elle est trop compliquée à mettre en œuvre. Beaucoup d'élus locaux n'en veulent pas. » Et donc, ils ne nous avaient pas encore dit qu'ils allaient la proposer sur la base du volontariat, mais on sentait ce côté faisabilité, fronde potentielle d'élus locaux. Alors nous, ça nous a beaucoup surpris cette question de la difficile faisabilité parce qu'on accompagne en fait depuis plusieurs années des villes à mettre en place l'option végétarienne quotidienne et sans dire que c'est une mesure qui serait facile à mettre en place d'un coup de baguette magique. Nous, par expérience, on sait que c'est une mesure qui prend en général à peu près 1 an à être mise en place. Mais donc, on a quand même décidé, par honnêteté intellectuelle, de réaliser une étude sur toutes les villes qui le faisaient pour évaluer effectivement la faisabilité, comment on fait, et puis quels sont les impacts. Puisque dans le débat public, des sujets qui reviennent beaucoup de réticence, c'est le gaspillage, le coût, le recours aux produits transformés. Donc nous, on a fait une étude sur toutes les villes qui font l'option végétarienne quotidienne. Et donc quand je dis option végétarienne, c'est vraiment végétarien. On n'a pas pris les villes qui font une option sans viande, sinon on aurait eu un échantillon encore plus important. Là, on s'est concentré sur une option végétarienne pure. On a trouvé 204 villes qui le font et des dizaines de structures. C'est un comptage qui est provisoire. Depuis la parution de l'étude, on en a encore découvert d'autres. Donc, ce n'est pas seulement 204, mais c'est au moins 204 villes qui le font en comptant que l'option végétarienne. Si on comptait les options sans viande, on serait beaucoup, beaucoup plus haut. Et donc, on a appelé les cuisiniers un par un et on leur a demandé alors comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous mettez dans les assiettes, combien ça coûte. Et les résultats qu'on a trouvés, c'est que dans la grande majorité, ça ne coûte pas plus cher, ça ne crée pas de gaspillage. Et la question des produits transformés, oui, ils en utilisent, mais pas plus que pour les autres menus. Donc, ça nous a permis de casser, on va dire, beaucoup d'idées reçues, notamment l'idée que les cuisiniers vont faire tout en double s'il y a une option végétarienne, qu'il va falloir casser les cuisines et acheter plein de fours pour faire tout en double. Nous, ce qu'on montre, c'est que c'est vraiment une question d'organisation. C'est ce que je disais, ça prend 1 an à être mis en place en général. Il faut revoir les plannings de production. Évidemment, il faut optimiser le matériel, mais ça ne crée pas de surcoût. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, un cuisinier, on lui a demandé combien ça a coûté. Il nous a dit 50 € de livre de recettes à la Fnac. Voilà pour l'anecdote, mais qui est vraiment, vraiment révélatrice parce que le frein aujourd'hui, c'est la question des recettes, c'est la question des formations. Et l'accompagnement, il est vraiment nécessaire sur ce sujet. Mais ce n'est pas des freins techniques insurmontables et ce n'est pas des coûts insurmontables sur le sujet de l'option végétarienne. Suite à cette étude, on a aussi découvert avec beaucoup d'effarement l'étude d'impact du gouvernement sur la loi climat. C'est une étude d'impact qui a été beaucoup dénoncée par différents organes liés à des erreurs méthodologiques. Nous, sur le menu végétarien, on a vu que certaines études, notamment de santé, étaient même tronquées et qu'on faisait dire à certaines études de santé ce qu'elles ne disaient pas
afin de desservir cette option végétarienne. Ça, c'est un document qu'on pourra vous transmettre où on décrypte toutes les allégations du gouvernement et notamment sur les études de santé où on rétablit citation à l'appui ce que disent les études de santé et ce qu'elles ne disent pas. Un autre élément important dans l'étude d'impact du gouvernement, c'est le fait que le projet de loi, on ne l'a pas encore dit, il concerne que les collectivités, là où la Convention citoyenne, elle visait toute la restauration collective publique, si bien que quand on ne vise que les collectivités, on perd 2/3 des repas et on exempte l'État de ses responsabilités, puisque du coup, les hôpitaux, les prisons, l'armée sont sortis du périmètre et on n'est que sur les écoles primaires et une partie des maisons de retraite et des EHPAD. Donc bien sûr, l'étude d'impact l'assume jamais noir sur blanc, mais on le devine. Et d'ailleurs, le gouvernement lui-même admet que si on reste sur la base du volontariat, il y aura seulement 15% des repas qui seront concernés par cette option. Donc avec Greenpeace, on a aussi regardé les impacts environnementaux et avec 15% des repas, on divise par entre 5 et 10 l'impact environnemental possible, là où, comme le disait Benoît, on pourrait être sur une mesure qui est une des plus impactantes du projet de loi et honnêtement une des plus simples à mettre en œuvre. Le gouvernement se prive en fait d'un moyen assez facile pour verdir son bilan qui, entre parenthèses, en a bien besoin. Un autre sujet sur l'étude d'impact, c'est qu'elle n'évoque jamais les impacts positifs d'une telle mesure, donc environnementaux, elle en parle un petit peu, mais en minimisant et en restant sur le carbone, mais sur d'autres sujets de santé, d'éducation, d'égalité femmes-hommes aussi, puisque quand les enfants n'ont pas de repas équilibré le midi parce qu'ils ne mangent pas de viande, eh bien, c'est une vraie préoccupation pour les mères qui sont nombreuses à nous écrire. En termes aussi de savoir-faire des cuisiniers, beaucoup de cuisiniers sont très contents de pouvoir se mettre à cuisiner d'autres types de plats et de relever le challenge. Et donc, tous ces impacts positifs que nous, on observe sur le terrain sont complètement niés dans cette étude d'impact. Pour finir, je voulais simplement rappeler les revendications qu'on a avec donc les autres associations, donc que ce soit le RAC, Greenpeace, WWF et beaucoup d'autres associations environnementales. Comme je vous disais, nous, on a remarqué qu'il fallait à peu près 1 an pour mettre en place cette option végétarienne quotidienne. Après, on est bien conscient que sur le terrain, il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir aussi une fatigue parce que c'est vrai que les cantines, c'est un univers qui est très contraint. Et donc, nous, ce qu'on demande avec honnêtement beaucoup de pragmatisme, c'est qu'en 2023, il y ait une option végétarienne quotidienne là où il y a déjà plusieurs choix de plats, notamment dans les selfs. Et en 2025, partout, en donnant éventuellement le choix entre l'option ou 2 menus végétariens hebdomadaires si vraiment c'était trop compliqué. Donc voilà nos revendications qui sont très, très pragmatiques et qui pourtant ont encore du mal à être entendues. Merci beaucoup, Éline. Peut-être une première réaction de nos députés et eurodéputés. Alors, je ne suis pas sûr que Cédric Villani soit arrivé, mais vous, alors je vais m'adresser, parce que je l'ai en face de moi sur l'écran de Zoom, à Loïc Prudhomme. Comment vous, qui vivez de l'intérieur actuellement à l'Assemblée nationale, vous voyez les débats actuels et quel est votre sentiment, notamment par rapport à Egalim, que vous avez vécu aussi il y a un peu plus de 2 ans? Bonne question que je vous remercie de m'avoir posée et à laquelle je vais m'attacher à ne pas répondre. Non, je plaisante. Je pense que la présentation d'Éline Etienne est assez éloquente, notamment quand elle parle de l'étude d'impact. On voit comment toutes ces questions sont aujourd'hui traitées par la majorité. Ça a été vrai sur Egalim, où on est resté sur des choses qui étaient tout à fait partielles, basées sur des engagements volontaires, sur des expérimentations. Et on voit qu'aujourd'hui, la continuité avec la loi climat et résilience, c'est de continuer à ne tracer aucune trajectoire, en fait, à rester sur des engagements volontaires et sur la bonne volonté des uns et des autres. Donc ça, c'est
c'est assez révélateur du peu d'entrain, en fait, de la majorité à vouloir changer les choses. Et, et notamment, moi, je voudrais revenir parce qu'il y a cette étude d'impact qui est révélatrice, mais il y a aussi, vous l'avez entendu récemment, la polémique qui a été montée en épingle par le ministre de l'Agriculture sur la question des menus VG à Lyon. Et moi, je l'avais en audition quelques jours après et il n'a pas apprécié que je le tense un petit peu sur le fait qu'il était en retrait sur cette question de réduction des protéines carnées par rapport même à Interbev qui avait pris une position un petit peu singulière et ça l'avait vraiment énervé parce qu'il se base, il se cache en fait pour protéger un statu quo derrière des arguments scientifiques ou pseudo-scientifiques qui sont obsolètes et qu'il utilise à dessein pour ne pas actualiser les connaissances et ne pas actualiser la volonté du gouvernement à aller sur les menus végétariens. On en reparlera, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais il faut vraiment qu'on reparle aussi de comment toutes ces questions, notamment celle d'Egalim, ont été traduites de façon biaisée, tronquée dans la réalité, notamment dans les recommandations qui ont été peu actualisées pour la restauration collective, mais je suis preneur de discussions avec l'AVF sur le retour qu'ils ont des gens de terrain sur ces questions-là, mais quand on voit comment le complément de la fiche protidique de 2015 qui a été produit en mars 2019 contient des contresens et des choses absolument hallucinantes, je vous en ferai part, mais moi ça me laisse pantois en tout cas, hein, mais je suis vraiment intéressé à ce qu'on échange là-dessus. Voilà, à chaud, là, et pour démarrer un petit peu mon sentiment. Merci Loïc Prudhomme. David Cormand, au niveau européen, on en est où de la végétalisation de l'alimentation? C'est une question large. Hein. Oui, bonjour, merci de votre question. Écoutez, j'espère que ma connexion va tenir d'abord, première chose, parce que je suis chez moi à Rouen et j'ai une box qui marche mal. Il n'y a pas encore la 5G, c'est pour ça. Ouais. Vous voyez venir avec votre petite blague sur la 5G. Mais ça marche très bien, c'est parce que je n'ai pas la fibre non plus. Avec la fibre, ça marcherait très bien. Et puis, je tiens à excuser mon collègue écolo, sénateur Joël Labbé, qui, voilà, un petit pépin de santé, il ne pouvait pas être avec nous ce matin. Moi, je suis évidemment, en tant que parlementaire, de beaucoup plus loin que Loïc Prudhomme, Cédric ou les sénateurs, ces questions, même si en tant que militant politique, j'ai bien vu ce qu'a été quand même le grand échec de Egalim et aujourd'hui l'échec, sur le point de vue qui nous occupe, mais aussi sur d'autres, de la loi climat. Et tout ça, ce sont des échecs qui sont quand même organisés. C'est-à-dire qu'il faut avoir à l'esprit cela. C'est-à-dire que ce n'est pas par la force des choses qu'ils ne comprennent pas bien et donc ils font mal. C'est qu'il y a des volontés derrière, très puissantes, en réalité, de ne rien changer. Le sujet de l'alimentation, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la condition animale, j'en dirais un mot, sont 5 sujets qui sont toujours extrêmement imbriqués. Et donc, il faut avoir un regard un peu sur ces 5 sujets cohérents, et c'est ce qui manque, de mon point de vue, de l'ensemble des politiques qui ont été menées jusqu'à maintenant. Voilà. Sur la question européenne, pour ne pas être trop long, on n'intervient pas directement sur la question des menus dans les cantines. En revanche, vous savez que la principale intervention budgétaire de l'Union européenne, puisque c'est quasiment 50% de son budget, c'est ce qu'on appelle la politique agricole commune, que vous connaissez, qu'on appelle souvent la PAC. Vous savez, Bruxelles, c'est le royaume des acronymes. Donc celui-là, ce n'est pas le moins connu, il y en a qui sont encore moins connus que celui-ci. Et donc, cette PAC, aujourd'hui, elle n'est pas orientée pour avoir une véritable stratégie d'autonomie alimentaire de l'Union. J'insiste sur ce point parce qu'à l'origine, quand on a fait l'Union européenne, l'objectif de la politique européenne agricole, c'était que l'Europe retrouve une autonomie alimentaire. Et donc, il y a tout un travail de fait, y compris d'ailleurs d'industrialisation de l'agriculture, etc., etc. Mais
ça correspondait aux exigences de l'époque. Après la période de pénurie de la guerre et évidemment de l'après-guerre, c'était comment retrouver une forme de relation à l'abondance, ou le sentiment, ou l'illusion d'abondance. Cette illusion d'abondance a été la surproduction, et notamment l'accession à la protéine carnée, qui était dans l'imaginaire collectif la reconquête des jours heureux. Ça faisait partie du package dans cet inconscient collectif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est que le fait d'avoir surmisé sur l'agriculture et les protéines carnées, c'est en train de détruire l'autonomie alimentaire de l'Union européenne. Et je vais insister là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir profusion de viande, de minerais de viande, ils appellent ça, dans les usines à viande, les usines à œufs, les usines à lait, il faut qu'on est complètement dépendant de l'alimentation de ces animaux qui viennent d'où ? D'Amérique du Sud, de la déforestation, etc. etc. Donc c'est évidemment une catastrophe environnementale, mais c'est aussi une catastrophe par rapport à la promesse originelle de l'Union européenne d'avoir notre autonomie. Le mot à la mode aujourd'hui, c'est notre souveraineté alimentaire. Or, la PAC, le modèle agricole actuel, c'est la négation de la souveraineté alimentaire et de la souveraineté alimentaire de l'Union, en plus de tous les autres sujets. Donc on y travaille quand même au niveau européen. On a un intergroupe sur la condition animale qui nous permet d'aborder ce sujet-là. D'ailleurs, il y a pas mal de verts dedans, mais il y a aussi Manuel Bompard qui est très actif, parce que je crois même qu'il est vice-président de cet intergroupe. Moi, c'est ma collègue Caroline Ross qui travaille beaucoup sur ces sujets, qui est notamment présente dans une nouvelle commission officielle. Les intercommissions, c'est les députés qui s'organisent. Là, c'est une commission officielle, un groupe de travail officiel sur le transport des animaux vivants. Petite parenthèse, vous avez vu aujourd'hui, c'est depuis quelques jours, le canal de Suez, qui est bloqué parce qu'il y a un bateau qui s'appelle Evergreen, toujours vert le bateau, qui bloque le canal en question. Et dans la file qu'il y a des marchandises, évidemment, machin, mais il y a aussi des animaux vivants qui sont dans des conditions... Enfin voilà, tout ça est évidemment atroce. Donc l'Union européenne commence à s'intéresser quand même à ces sujets. Il y a aussi une campagne, je me profite pour en parler, qui s'appelle l'European Union for Animals. C'est facile à traduire, moi je suis nul en anglais, mais c'est l'Union européenne pour les animaux. Bon bref, qui est une campagne qui vise, il y a une pétition, je vous invite à la signer, qui vise à qu'une commissaire ou qu'un commissaire européen soit directement chargé de la condition animale. Puis il y a la stratégie de ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette, que met en place l'Union européenne pour réfléchir à cette question de l'alimentation. Nous, notre objectif, c'est de déconstruire un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'idée reçue, notamment dans les quartiers populaires. C'est un argument qui pèse de moins en moins, mais qui pèse encore, qui consiste à dire retirer de la viande aux enfants, c'est renoncer à une conquête sociale. Il y a cette idée-là que nous, on ne partage pas, mais qui existe et qu'il faut déconstruire. Moi, je suis élu depuis... je me suis retrouvé à nouveau élu de la ville d'où je vous parle d'ailleurs, qui s'appelle Cantleux, qui est une ville où il y a 65% de logements sociaux, et c'est vrai ailleurs, où l'année dernière, on a eu un cas, alors ce n'était pas un enfant, mais un cas de scorbut. C'est-à-dire qu'on a le retour de maladies comme le scorbut, c'est lié à quoi ? Évidemment au régime alimentaire, avec des produits très transformés, où il n'y a évidemment pas de légumes et de fruits frais, etc. etc. Donc il y a vraiment un imaginaire à déconstruire de dire que si on veut être en bonne santé, la question d'avoir accès à des produits frais non carnés, végétariens, c'est plutôt une conquête sociale que de rester avec des produits très transformés qui sont de mauvaise qualité, qui créent des problèmes de santé. C'est même aujourd'hui un marqueur social. C'est plutôt les riches qui font le marché, qui mangent les petits produits bio et végétariens. Et c'est plutôt les pauvres qui mangent des produits transformés de mauvaise qualité. Donc il faut déconstruire vraiment un récit politique, au sens noble du terme, à apporter. Et puis il y a le poids, j'étais trop long, mais pour finir, mais je pense que le poids des lobbies. Les lobbies ont table ouverte, c'est le cas de le dire, dans les cantines. Mais depuis, moi j'ai 46 balais, quand j'étais gosse, il y avait les opérations du lobby du sucre, du lobby du lait, de McDo qui débarquaient pour... et les enfants sont très prescripteurs des modes, et des modes y compris alimentaires. Et ce n'est pas un hasard si les lobbies s'intéressent aux cantines pour mettre dans la tête des enfants que manger des raviolis en boîte, je ne sais pas quoi, c'est super, parce qu'ils vont demander ensuite à leurs parents d'acheter la même chose, et comme c'est plutôt moins cher à première vue, même si en vrai c'est plus compliqué que ça, que d'autres trucs, du coup ils le font. Donc quand il s'agit de dire il faut mettre l'alternative végétarienne, locale, de qualité, bio dans les cantines,
on nous explique qu'on est des intégristes et des... Par contre, quand les lobbies viennent vendre et proposer leurs produits pourris dans les cantines, là, c'est la modernité. Donc ça, je pense qu'il y a un combat frontal dans le récit et politiquement à mener pour sortir les lobbies dont je parlais des cantines. Elles n'ont pas leur place à avoir. L'école est laïque, elle doit être aussi débarrassée des dieux de la surconsommation de mauvaise qualité. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire, je suis désolé, je ne peux pas être beaucoup plus précis, contrairement à notre ami M. Prudhomme et sans doute Cédric Villani, parce que je ne suis pas les travaux parlementaires, mais bravo pour le boulot et on ne lâche rien. Je pense que ça avance quand même dans les consciences, donc il ne faut pas baisser les bras, au contraire. Merci David Cormand, c'était très complet. Alors justement, Benoît Granier, David Cormand vient de dire que ça a avancé. Comment vous le ressentez, vous, là, tout de suite, dans vos actions de plaidoyer, dans vos échanges avec les parlementaires sur cette question-là? Est-ce que ça avance ou pas, cette question? Alors, oui. Déjà, c'est vrai que si on compare l'ambiance et la teneur des discours en 2021, là, en commission spéciale sur les menus végétariens, avec l'ambiance de 2018 sur la loi Egalim, en termes de la teneur des discours, on a beaucoup progressé. Autrefois, il y avait eu des propos du rapporteur et du ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, qui parlaient des bobos qui veulent imposer leur mode de vie, imposer à tout le monde de manger végétarien, etc. C'était vraiment quelque chose... À l'époque, Barbara Pompili, d'ailleurs, était révoltée et désespérée d'essayer de dire « mais ce n'est pas vrai, on peut faire des menus végétariens équilibrés ». Aujourd'hui, on n'en est plus là. La plupart des arguments n'étaient pas sur les pauvres enfants qui ne vont pas avoir leurs nutriments. Dans les débats, à l'Assemblée en tout cas. Et les quelques députés, les républicains, qui avaient des amendements de suppression ou qui étaient un peu plus rétrogrades sur le sujet, voilà, ont été congédiés, renvoyés un peu dans les cordes sans trop de ménagement. Donc, c'est quand même quelque chose où il y a, sur la teneur des discours, un vrai progrès. Alors après, si on regarde en effet la façon dont la mesure, une mesure ambitieuse va ou non être adoptée, bon, ça, on le saura d'ici quelques semaines. Pour l'instant, c'est vrai que le fait de reprendre dans le projet de loi une expérimentation sur la base du volontariat dans les collectivités, c'était un gros renoncement par rapport à la mesure de la Convention et par rapport aux amendements qu'on peut défendre. Et en l'état, rien n'a été amélioré par rapport à ça. Alors, néanmoins, on a pu beaucoup échanger avec Célia Delavergne, qui est donc la députée La République En Marche, qui est rapporteure sur la partie se nourrir du projet de loi climat, et qui a été en tout cas très preneuse. Non seulement elle a auditionné les ONG, mais son collaborateur parlementaire nous a aussi beaucoup sollicité, donc Greenpeace, AVF, le réseau Action Climat, pour avoir des éléments complémentaires sur nos études, pour avoir des échanges directs, pour vraiment savoir et aller un petit peu au-delà de l'idéologie, en fait, en se disant « Ok, c'est bien pour le climat, ok, pour la santé, ça ne pose pas forcément de problème. Par contre, est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste pour les communes, pour les structures de la restauration collective? Est-ce que ça convient à tous les publics captifs dans les EHPAD, etc. » Enfin, à chaque fois, il y a plein de catégories possibles. Et donc, vraiment une inquiétude qui était un petit peu plus, concernant du moins cette députée, sur la faisabilité et la crainte que ça soit trop demandé aux collectivités. Et puis à la restauration aux collectifs publics en général. Néanmoins, il faut savoir qu'en France, bon, les députés ont aussi un pouvoir qui est assez limité. Et il y a aussi une très forte pression de la part de l'exécutif, avec des arbitrages qui sont souvent imposés par le ministère de l'Agriculture et de l'Économie et perdus de l'autre côté par le ministère de la Santé ou bien le ministère de l'Écologie. Et là, on sait bien que si jamais le ministère de l'Agriculture dit au groupe majoritaire sur les menus végétariens, c'est pas possible, on ne peut pas rendre quoi que ce soit obligatoire, on expérimente et pas plus, beaucoup de députés, soit qui manquent un peu de courage ou bien qui ne connaissent pas très bien le sujet, pourraient se retrouver à se dire bon, on ne va peut-être pas aller trop loin, on peut élargir l'expérimentation, mais on ne va pas aller jusqu'à rendre ça obligatoire. Donc là, on est encore dans l'incertitude. Mais néanmoins, il faut savoir que par rapport, si je compare un petit peu avec les différents amendements qui étaient défendus par le réseau Action Climat, certains faisaient preuve, vraiment, ont obtenu une grande adhésion. Donc, c'est le cas des amendements sur la publicité, pour interdire la publicité sur les produits alimentaires les plus riches en sucre, en gras et en sel, en particulier tous ceux qui vont cibler les enfants.
Donc un amendement d'ailleurs qui avait été porté par le Prud'homme et la France Insoumise, mais aussi par d'autres partis. Malheureusement, cet amendement a été déclaré irrecevable par la présidente de la commission, Laurence Maillard-Méhaignerie. Donc là, c'est quelque chose qui est dommage parce que beaucoup de députés de beaucoup de bords étaient vraiment intéressés par cette mesure en se disant oui, c'est vrai qu'on est là à pinailler sur la santé des enfants, est-ce qu'ils ne vont pas peut-être manquer un petit peu de fer dans la restauration collective? Attention. Par contre, autoriser la publicité pour la malbouffe 24/24 à la télé, sur les applis, etc. Là, par contre, la santé des enfants, bon, finalement, après tout, ce n'est pas si grave. Donc ça, quand même, un discours qui avait fonctionné, mais malheureusement, ça n'a pas pu être examiné. Les mesures sur les engrais et sur l'élevage, là, malheureusement, c'est des mesures qui sont très complexes. Donc, la plupart des députés, ça ne leur parle pas trop. C'est des sujets qui sont un peu compliqués, alors que les menus végétariens, ça a l'avantage au moins de parler même à des députés qui ne sont pas spécialistes et ils peuvent donc être un peu réceptifs à leurs arguments de bon sens, puisque la plupart des arguments pour les menus végétariens, vous l'avez compris, c'est du bon sens, ce n'est pas de la technique. Et puis, on a aussi une grosse expertise sur le sujet grâce à l'AVF et grâce à Greenpeace. Et c'est vrai que pour revenir sur cette question des menus végétariens, je crois que dans la plupart des groupes, c'est assez divisé. Autant à la France Insoumise, j'y reviens, bon, ce n'est pas pour flatter Loïc Prud'homme ici présent, mais c'est parce que de fait, c'est, je pense, le seul groupe politique qui a repris nos amendements et qui est, enfin, en les retravaillant évidemment, mais en se disant, voilà, les menus végétariens, c'est une bonne solution, on doit rendre ça obligatoire à une certaine échéance, mais sans qu'il y ait de fortes divisions, j'ai l'impression, Loïc Prud'homme pourra me corriger si nécessaire, mais sans qu'il y ait de grandes divisions dans le parti, alors que dans la plupart des autres groupes politiques, il y avait à chaque fois des députés qui étaient très enthousiastes, d'autres pas trop d'avis, pourquoi pas, et puis d'autres qui étaient hostiles, mais pour des raisons assez variées. Autant chez les Républicains, c'est une hostilité au nom souvent de la liberté de choix, donc la liberté de manger de la viande doit être garantie. Par contre, la liberté de ne pas en manger, c'est quelque chose qui est un peu moins important à leurs yeux. On pourra noter cette contradiction. Mais sinon, souvent, c'est vraiment moins de la mauvaise foi qu'une inquiétude réelle de qu'est-ce que vont manger nos enfants s'il n'y a pas de viande. Est-ce qu'ils ne vont pas manquer de fer? Est-ce qu'ils ne vont pas manger les produits végétariens ultra transformés? Donc, ce n'est pas de la mauvaise foi. Ce n'est pas forcément des objections qui sont bien renseignées, et découlent aussi de ce qu'on entend dans les réseaux sociaux, dans les médias, des préjugés qu'on va tous avoir un peu malgré nous. Il y a aussi un certain nombre de peurs sur les conséquences sur leur électorat. Un collaborateur qui me disait, mon député, il est convaincu, mais il est dans une circonscription très rurale avec beaucoup d'éleveurs, il ne peut pas voter pour les menus végétariens. Voilà, donc désolé. Et puis d'autres aussi qu'on retrouve beaucoup chez La République En Marche, qui est liée à cette philosophie ou cette idéologie qu'il ne faut pas contraindre. Il faut responsabiliser les acteurs. Il faut leur faire confiance. Donc on ne leur impose rien. Donc, on ne va quand même pas aller dire aux collectivités, il faut offrir un menu végétarien. Il faut laisser libre les collectivités ou la restauration collective de choisir, quitte à ce qu'au final, il n'y ait pas de choix pour les convives. Donc, il y a une contradiction avec un petit peu cette hostilité à contraindre quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est maintenant une chose qu'on va pouvoir suivre dans les prochaines semaines avec, on espère, des progrès. Merci Benoît. Alors tout de suite, je rebondis sur votre propos pour redonner la parole à Loïc Prud'homme. Benoît Granier vient d'évoquer en fait les députés qui sont issus généralement, on l'a ressenti aussi chez L214, sur les circonscriptions rurales, peuvent nous dire, ouais, écoutez, on est d'accord avec vous, mais c'est compliqué électoralement. Comment vous expliquez ça parfois, cette barrière cette opposition entre parfois certains agriculteurs, notamment les éleveurs, et la question des options végétariennes ou des menus végés de manière générale? La question n'est pas facile, mais effectivement, d'abord, effectivement, ce qu'a expliqué Benoît Granier, je partage tous les éléments. La question des engagements volontaires qui sont, j'allais dire, l'alpha et l'oméga, beaucoup de députés de la majorité, notamment du ministère de l'Agriculture, que ce soit l'ancien ou le nouveau, c'est un petit peu l'opposition. Et effectivement, avec cette question de liberté de choix, mais pas de choisir de pouvoir manger végétarien. Ça, je vous remercie d'avoir souligné parce que c'était une des contradictions que j'avais pointées devant le ministre de Normandie. Après, sur la question des députés, sur ces zones rurales, c'est un petit peu ce qu'a brossé David Cormand tout à l'heure. C'est aussi sur quoi est assis notre modèle agricole et notamment sur cette production de matières premières de basse qualité à bas coût et dans lesquelles nos agriculteurs sont enfermés. En fait, c'est une impasse absolue, c'est une impasse sociale, c'est une impasse agronomique, c'est une impasse climatique. Néanmoins,
aucun gouvernement, aucun élu aujourd'hui n'a le courage de leur dire bon, maintenant il faut sortir de cette impasse-là. Et oui, manger moins de viande, mais manger de la viande de qualité, c'est un avenir qui est souhaitable pour nous tous, y compris pour vous qui êtes agriculteurs dans ma circonscription, puisque c'était l'exemple de ce député qui devait avoir sans doute beaucoup d'agriculteurs à convaincre dans son secteur. Donc, il y a ce poids, ces blocages qu'on appelle des blocages socio-techniques, en fait, hein, socio-économiques aussi, où on est enferré dans un modèle et on a du mal à en sortir et à en faire sortir le modèle agricole, le monde agricole dans son entier. Donc ça explique effectivement la frilosité de responsables politiques qui, pour préserver, malheureusement, hein, c'est des réflexions qui sont réelles dans le monde politique, qui, plutôt que pour faire avancer la question, l'intérêt général, ont plutôt des objectifs à court terme de réélection. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Ne prennent pas les décisions qui seraient utiles de prendre aujourd'hui. Donc ça, c'est une explication assez simple à comprendre, y compris même sur des circonscriptions où il n'y a pas forcément de l'élevage, mais moi je l'ai rencontré quand j'ai fait ma commission d'enquête sur l'alimentation industrielle. C'est aussi la première chose, le jour même où on a voté cette commission d'enquête en commission des affaires économiques, on m'a dit « Monsieur Prudhomme, attention, ne nous mettez pas toute l'agroalimentaire à dos parce que c'est des emplois dans nos circonscriptions. » Donc, on n'avait pas commencé le boulot que déjà on avait cette pression de voilà, c'est un monde économique, c'est une filière qui pèse très lourd dans notre pays. Et donc, il ne faut surtout pas perturber et réorienter. Alors, moi, je prétends en plus que c'est un peu ridicule parce que même économiquement parlant, en termes d'emploi, on aurait intérêt à faire cette transformation, cette bifurcation sur une nouvelle production, une nouvelle façon de faire de l'agroalimentaire. On y trouverait sans doute du bénéfice pour notre santé, ça nous coûterait moins cher. C'est plus de 50 à 60 milliards d'euros par an notre système d'assurance sociale, et on y trouverait aussi de l'emploi. Ça a été relevé, je voudrais dire un mot là-dessus, hein, avant de l'oublier, ça a été relevé aussi par David Cormand sur cette question du type d'aliment végétarien aussi, ou végétalien ou vegan que l'on peut maintenant servir en restauration collective, on va en reparler. Attention à cet écueil de l'alimentation ultra transformée, parce que l'agroalimentaire est en embuscade et attend aussi son heure pour nous faire avaler des choses qui sont mauvaises pour la santé, mauvaises pour le climat. Merci Loïc Prudhomme. Avant de donner la parole à Éline Etienne, je rappelle que vous pouvez poser des questions en live. Nous allons les reposer d'ici quelques minutes. Éline, il y a l'évaluation Egalim qui est sortie mercredi, on en a parlé tout à l'heure d'Egalim, qui a été distribuée d'ailleurs aux députés. Est-ce que vous pouvez, je sais que vous avez lu avec attention cette expérimentation, est-ce que vous pouvez m'en donner premiers éléments qui en ressortent, et est-ce que vous, en tant qu'association, vous êtes satisfaite de ces résultats? Merci. Je voudrais saluer M. Villani qui nous a rejoints avant de… Je ne l'avais pas vu. Ouais. Très heureux et toutes mes excuses pour ce retard. On jongle entre les événements, mais c'était important de passer, bien sûr. On vous donnera la parole juste après, Éline, à ce moment-là. Merci. Je vous laisse poursuivre, Éline Etienne. Merci. Donc oui, les résultats de l'évaluation d'Egalim sont sortis. Donc Egalim, c'était l'expérimentation à caractère obligatoire d'un menu végétarien hebdomadaire dans le scolaire. Et il y a eu une évaluation assez rigoureuse qui a été menée, il faut l'avouer, et dont les résultats ont été transmis aux députés mercredi. Donc quand on lit cette évaluation, les points saillants, on va dire, en tout cas à chaud, après ma lecture, c'est de dire la dynamique, elle est enclenchée et elle est inéluctable. Le végétarien s'est imposé, les cuisiniers s'y sont mis, les parents ont été rassurés. Au début, ça a pu être difficile, ça a été très très impréparé, donc forcément toute nouveauté non accompagnée, ça a pu être difficile au début.
mais 2 ans après, la dynamique est enclenchée. Et le rapport dit même, entre l'impréparation et le Covid, on s'attendait, nous, à avoir un bilan très, très sombre. Et je reprends, on doit avouer que le bilan est beaucoup plus nuancé. Dans les autres éléments importants du rapport, il montre le rôle crucial des cuisiniers. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. L'importance d'avoir des cuisiniers qui sont formés et qui soient motivés, l'importance de revaloriser aussi leur rôle et leur savoir-faire. Le rapport montre que plus les cuisiniers sont formés, que plus les menus végétariens sont mis en œuvre tôt et meilleurs sont ces repas. Je rappelle que même si ce menu hebdomadaire devait être mis en place le 1er novembre 2019, le rapport dit lui-même qu'il y en a qui s'y sont mis qu'en 2020. Donc forcément, les résultats, ils sont à consolider, mais ils sont plutôt positifs. Le rapport souligne aussi la demande importante des lycéens qui est remontée jusqu'à eux, si je puis dire. Donc ça confirme aussi, nous, les impressions qu'on a du terrain sur l'engagement écologique et la volonté pour plus de repas végétariens des lycéens. D'ailleurs, il y a une tribune qui est sortie hier de la part des lycéens qui corrobore aussi ce constat. Le rapport propose voilà, c'est dit entre les mots, mais potentiellement d'étendre Egalim à d'autres secteurs de la restauration collective. Pourquoi se cantonner au scolaire? Il ouvre aussi la voie potentiellement à une option. Alors, il entérine cette question de la liberté de choix qu'on voit dans les débats en disant peut-être pas avoir d'autres menus végétariens, mais avoir des plats végétariens. Pourquoi pas tous les jours, parce qu'on sait qu'il y a une demande de sans viande qui est importante. Donc voilà les principaux éléments de l'évaluation. Alors après, mon analyse, on va dire, en tant qu'AVF, le tort qu'on peut lui donner, c'est normal, c'est d'exonérer complètement le gouvernement de ses responsabilités par rapport aux difficultés. Nous, à l'AVF, on siège au Conseil national de la restauration collective. Les recettes et les guides, ils ont été publiés cet été pour le menu végétarien, donc 1 an après. Il n'y a pas eu de financement, il n'y a pas eu de décret d'application. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le fiasco orchestré, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, aucune volonté pour que ça marche. Et pourtant, on voit que ça marche. Donc, ça montre à quel point c'est un progrès inéluctable. Et après, si on compare cette évaluation avec l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, donc nous, nos résultats, ils sont un peu plus positifs. C'est-à-dire que le rapport, il dit « oui, ça coûte moins cher si on n'utilise pas de produits transformés, le gaspillage si les cuisiniers sont formés, la qualité, c'est plutôt dans le primaire que dans le collège et lycée. » Nous, on a des résultats un petit peu plus positifs, mais ce qui est intéressant, c'est que nous, les villes sur lesquelles on a enquêté, c'est des villes qui le font depuis plus longtemps et qui sont très motivées. Et donc, c'est vraiment complémentaire. Et d'ailleurs, le rapport conclut que quand on a un projet global d'équipe, ça se passe bien, ça va avec du bio, etc. Et donc, j'ai envie de dire, nous, notre étude, c'est la photographie de ce qui va se passer dans 5 ans, quand tout le monde sera outillé pour. Voilà les premières conclusions sur Egalim. Merci beaucoup, Éline. Avant de passer aux questions qui nous sont posées, qui sont nombreuses sur Facebook, je vais redire bonjour du coup à Cédric Villani et bienvenue, et lui poser directement une question d'entrée de jeu. Vu qu'on parlait d'Egalim, comment vous expliquez que le gouvernement, là, à l'heure actuelle, avec l'article 59 du projet de loi, repropose encore une expérimentation facultative, alors on a parlé tout à l'heure, il y a déjà eu plusieurs évaluations, notamment faites par nos collègues de l'AVF et de Greenpeace, et puis qu'il y a l'expérimentation Egalim qui est sortie, et comme l'a dit Éline, elle est positive. Comment vous l'expliquez? Bonjour, alors, il y a des choses qu'on ne s'explique pas en politique, et c'est normal aussi, je veux dire, il y a ce qui est rationnel et ce qui est irrationnel. En l'occurrence, on peut constater que dans toute la loi climat-résilience, le gouvernement est d'une prudence extraordinaire, avec moult expérimentations, demandes de rapports, co-construction, et même des endroits dans la loi où c'est marqué « il est envisagé de mettre en place pour la partie sur la taxe sur les engrais azotés ». C'est assez spécial d'avoir une loi qui vous dit, article tant, il est envisagé de mettre en place une redevance, il vous dit à quel horizon, etc. Donc, on a vraiment un gouvernement qui
De toute façon, je l'ai dénoncé sur ce projet de loi. Étant encore dans l'approche lancée timide, contrairement à rebours de la Convention citoyenne qui, elle, disait il faut y aller franco, et complètement à rebours aussi de ce que d'autres instances spécialisées comme le Conseil du climat ont dit. Peut-être je continue sur la question végétarienne. Vous avez allez-y. Bon, vous avez beaucoup débattu. Je suis désolé de ne pas avoir été là. J'ai juste ajouté quelques éléments. D'abord, sur la question végétarienne, à bien garder en tête, le débat scientifique, il faut le considérer comme clos, au sens où on peut discuter de vegan ou pas vegan, ok, mais végétarien, on ne peut plus discuter pour savoir si c'est une option viable pour la santé. On a à travers le monde des académies des sciences qui ont rendu des avis, en particulier aux États-Unis. On a tellement de millions et de millions de personnes végétariennes à travers le monde pour lesquelles on ne constate pas spécialement de déficience, de maladie ou quoi que ce soit. On a tout récemment un champion du monde de boxe dans je ne sais plus quelle catégorie végane qui vient d'être sacré. On a récemment retrouvé, les archéologues nous disent que les gladiateurs étaient essentiellement végétariens. On a tout ce que vous voulez comme élément. Ce n'est plus un débat au plan rationnel. Il faut considérer ce débat-là comme, si on est de bonne foi, clos. Maintenant, oui, il y a un débat fort sur le sens, la signification, parce que ce qui considère l'alimentation, c'est extrêmement essentiel, c'est culturel, et il faut aborder ça avec humilité et compréhension. Sur ces sujets, j'aime bien rappeler que, anecdote familiale de la première fois que la famille un jour a voulu tester un restaurant végétarien à Londres, quand j'étais gamin, et mon père qui a fui, comme si on l'emmenait dans un antre de perdition. Quelqu'un qui avait été éduqué avec l'idée que la viande, c'est central dans l'alimentation et c'est comme ça, viande ou poisson. Aujourd'hui, c'est la génération d'après. Je suis devenu végétarien en travaillant sur ces sujets, au fur et à mesure de mon engagement et de ma meilleure compréhension sur les questions animales en général. Et je vois à quel point il y a des ressorts culturels, à quel point il faut pas jeter la pierre aux uns et aux autres. N'empêche que ce que je vois, par exemple, en tant que je siège dans la caisse des écoles du 14e arrondissement parisien, c'est la demande qui grimpe de façon très forte de la part des gamins, de la part des familles, et le devoir maintenant de la société de répondre à cette demande. Et le temps des expérimentations n'est plus là. Là, il faut y aller franchement. Alors, très important, vous avez insisté sur l'importance du rôle apporté aux cuisiniers. Bien sûr, comme tous, c'est des questions humaines. Il faut ajouter les diététiciens qui ont été formés avec certaines attentes de la société qui doivent réviser aussi les choses. Il faut y ajouter l'importance de construire les menus dans les cantines. Et c'est comme tout. Il y a des repas végétariens qui sont dégoûtants, il y en a qui sont très appétissants, il y en a qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Il faut prendre le temps de les construire. Et c'est pour ça que y aller résolument, oui, ça n'empêche pas d'y aller avec une certaine progressivité. Le temps que les recettes se construisent et le temps que la fréquence de repas alternatifs puisse être augmentée. On passe de, je ne sais pas, un repas végétarien alternatif par semaine à 2, à 3, jusqu'à ce que ça soit quotidien. Merci Cédric Villani. On va passer aux questions qu'on nous a posées sur le live. Alors tout d'abord, avant de démarrer les questions, juste citer un commentaire de Nicolas C. On le cite, ça fait plaisir. Décidément, il n'y a que les meilleurs dans cette conférence. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Alors une question du coup que je vais adresser à Monsieur Cormand de Ludovic, qui est élu à Rennes. Quelle marge de manœuvre possible dans le cadre des discussions entre régions et États sur le futur plan stratégique national, qui est une déclinaison nationale de la PAC? Alors, je ne sais pas si vous voulez que je la répète ou c'est trop je suis allé trop. Non, je pense que même si vous la rappelez, je vais avoir du mal à y répondre parce que je ne suis pas dans la commission agriculture, donc je ne connais vraiment pas le détail des dossiers. Je suis désolé auprès de… C'est Ludovic, je crois. Donc, je ne peux pas répondre précisément. Et puis, je n'ai pas fait les écoles qui permettent, quand on fait de la politique, de répondre aux questions auxquelles on ne connaît pas les réponses. Donc, c'est difficile, mais par rapport aux marges de manœuvre sur les régions, parce que j'ai été élu régional par contre,
Je ne suis pas sûr qu'il faille attendre trop les trucs de l'Europe, surtout que de ce que j'ai compris quand même, les régions ont perdu, pas tout, mais une partie de ses capacités de décliner localement la PAC. D'ailleurs, je pense que c'est en partie dommage parce qu'il y avait des marges de manœuvre qui pouvaient être intéressantes. Par contre, les régions, elles ont en charge des lycées. Elles ont encore en charge un certain nombre de politiques agricoles et puis elles ont en charge la question de l'économie. Et donc là, il y a des alliances locales, producteurs, consommateurs avec les lycées qui peuvent fonctionner. Dans toute la discussion qu'on vient d'avoir sur les cantines, il y a la formation des cuisiniers, des nutritionnistes, tout ça, mais il y a un sujet fondamental, c'est les cuisines centrales. Parce que si vous n'avez pas de cuisine, vous pouvez pas, si vous n'avez pas la main sur vos cuisines en tant que collectivité locale, vous ne pouvez pas transformer des produits frais. Et Loïc Prudhomme a raison d'attirer notre attention sur le fait que, à mon avis, notre combat, c'est végétarien, mais végétarien, ça veut dire végé, bio et frais, les trois. Si vous retirez un des trois, il y aura des produits végés transformés qui seront une catastrophe, où les grands groupes se mettront dedans. Donc en fait, il faut vraiment articuler tout. Et pour la restauration collective, végé, bio et frais, ça va forcément avec cuisine centrale. Et donc, service public de la préparation des plats dans les, et donc y compris dans les régions et dans les lycées. Et les régions, en général, elles ne s'embêtent pas avec ça. Elles préfèrent faire appel à, parce que c'est beaucoup de personnel. Les régions, elles n'ont pas beaucoup de ressources propres, enfin de rentrée fiscale directe, donc elles préfèrent déléguer à des cuisines extérieures le fait de livrer les lycées, pas toujours, mais trop souvent. Donc ça, c'est un vrai combat pour voilà, construire ce que j'appelais ces alliances locales entre des producteurs en circuit court. La transformation est directement dans l'assiette. Donc, je n'ai pas du tout répondu, je pense, à la précision de la question. Et je suis désolé, je n'avais pas les compétences pour. Ah bah, moi, j'ai tout compris, donc c'était parfait. Une question qui a été posée, alors je ne sais plus par qui, je suis désolé parce que je joue entre les différents onglets, mais je vais la poser à Cédric Villani et Loïc Prudhomme, c'est de savoir quels sont les amendements et les demandes que vous portez dans le cadre du projet de loi actuel, du coup, sur cette question de la végétalisation de la restauration collective. On va commencer par Loïc Prudhomme. Oui, mais tout simplement, et ça a été rappelé par Benoît Garnier tout à l'heure, nous, un amendement qui est l'amendement, j'allais dire, maximaliste, mais qui nous semble celui qui autorise le choix. Parce qu'aujourd'hui, moi, je milite pour le choix. C'est celui de dire, quand il y a plusieurs menus dans les restos scolaires, c'est qu'il y ait dans cette offre au moins une proposition végétarienne. Et quand on est sur des petites collectivités où la difficulté est d'avoir plusieurs propositions journalières, c'est que du coup, on bascule cette proposition sur la proposition hebdomadaire. Et c'est que donc dans les 5 repas de la semaine, au moins un soit proposé en menu végétarien. Ça, c'est la proposition que nous avons reprise à la France Insoumise et que nous portons, parce qu'elle porte le choix, contrairement à ce que dit le ministre de l'Agriculture, M. de Normandie. C'est bien de ça dont il s'agit, c'est de proposer le choix. Cédric a bien fait de rappeler que le débat scientifique est tranché. J'étais hier soir sur une table ronde avec des médecins, des scientifiques, et effectivement, il n'y a plus de discussion sur ça. Ce qui me fait penser d'ailleurs sur cette proposition végétarienne, et parce que je l'ai évoqué tout à l'heure et que le temps avance et j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de l'évoquer, je pense que c'est utile pour les gens qui nous regardent, c'est de parler de comment sont traduites ces propositions végétariennes et vous parler de ce document qui est la recommandation, alors je ne sais pas si on en voit avec l'effet miroir, mais qui est comment on traduit en fait EGalim dans les faits, dans les cantines, avec la recommandation nutritionnelle des apports, notamment ce qui s'appelle diversification des sources de protéines en restauration collective. Ce truc-là est juste hallucinant. Je voudrais quand même qu'on en parle 2 minutes, hein, si vous me permettez cette petite digression, mais je pense que si on ne le fait pas, on aura raté quelque chose. Cette note, elle est de mars 2019. Elle explique comment, à la suite d'EGalim, dans les restaurations collectives, il va falloir mettre en place la diversification de l'apport protéinique, notamment en végétalisant. Tous les repères qui sont là-dedans sont des trucs obsolètes. Il nous parle du GEM-RCN de 2015, il nous parle d'un avis de l'ANSES de 2005.
il ne cite pas le PNNS 4 qui a émis des recommandations qui ne sont pas révolutionnaires, mais qui quand même sont très, très changeantes par rapport à la version précédente. Bref, on nous explique que, en fait, en l'absence, c'est écrit noir sur blanc, en l'absence de définition précise des fréquences et des caractéristiques nutritionnelles des plats protéiques sans viande ni poisson, la généralisation du service de repas sans viande ni poisson détériorerait la qualité nutritionnelle globale des séries de repas. C'est écrit noir sur blanc dans la note qui est censée aider les gens à mettre des repas plus végétaux dans les cantines. En gros, on vous dit que comme on ne sait pas, qu'il n'y a pas de guide, que rien n'est fait, si vous le faites, ça va détériorer la qualité des repas. C'est-à-dire qu'on démonte dans la note qui est censée promouvoir cette option, on la démonte complètement. Alors moi, je trouve ça absolument dramatique et inquiétant, et politiquement, il faut qu'on s'en saisisse, notamment quand on voit comment et par qui est produite et écrite cette note, et que dans la liste des gens dont les remerciements apparaissent en note de fin, vous avez, et ça a été déjà évoqué tout à l'heure, 8 personnes qui ont des intérêts financiers dans ces questions-là, notamment des syndicats de la restauration collective. Alors, je vois le groupe Sodexo, le groupe Compass, le groupe Dupont, le groupe Elior, l'association de fabricants français d'aliments du soja, Sojaxa, donc là, on est sur de l'alimentation ultra transformée, ou encore des associations d'industriels. Bon, bref, je pense qu'il y a un réel souci. Il va falloir que les associations et les politiques en mettent notre nez dans la façon dont toutes ces lois que nous votons au Parlement sont ensuite mises en musique par des choses de ce type-là, quoi, où en fait, on est juste, c'est dicté par des intérêts particuliers contre l'intérêt général. Je voulais en parler parce que vraiment, je l'ai travaillé ce truc-là un petit peu là, avant ce matin, parce que je voulais quand même remettre un petit peu ma mémoire à flot. Et quand je n'avais pas été jusqu'à la dernière page, et franchement, quand je suis tombé là-dessus, j'ai dit il faut absolument que je vous en parle ce matin, parce que je trouve que c'est très révélateur de la façon dont les choses se passent sur l'alimentation. C'est-à-dire on en parlait tout à l'heure, vous posez la question. En fait, il faut renverser le paradigme. Aujourd'hui, qui décide de ce que l'on mange? En fait, c'est le circuit amont, c'est-à-dire la production agricole, le ministère de l'Agriculture. Demain, il faut que ce soit les mangeurs qui décident de la façon dont on produit, de ce qu'on produit et de ce qu'on met dans nos assiettes. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est un exemple type. Et moi, ça me rend fou, et je voulais vous partager ma colère ce matin sur cette question-là. Et pardon d'avoir un petit peu débordé de la question qui m'était posée. Non, Loïc, tu as complètement raison d'être en colère. Redis-nous ce que c'est exactement ce document. C'est la fiche qui permet la diversification des sources de protéines en restauration collective, qui a été produite le 29 mars 2019 par issu du groupe Restauration collective et nutrition. Qui est un des groupes qui a succédé au GEM-RCN, qui était le groupe d'études des marchés pour la restauration collective et la nutrition, qui a disparu, qui a été supprimé et qui a été remplacé progressivement par le CNRC dont parlait Éline Etienne, qui est le Conseil national pour la restauration collective, mais qui peine en fait à remettre à jour tous les guides qui sont aujourd'hui les livres de chevet de tous les intendants et les cuisiniers dans la restauration collective. C'est-à-dire qu'il se base encore sur un référentiel qui date de 2015 et qui avait déjà été écrit sur le PNNS 3 qui datait de 2011. C'est-à-dire qu'on est sur des recommandations aujourd'hui qui ont au minimum 10 ans de retard. Et 10 ans de retard en matière scientifique, Cédric, tu le sais, c'est une éternité, quoi. Oui, si je puis me permettre, il y a 10 ans, c'était déjà obsolète. Mais enfin bon, parce qu'on est sur un sujet où ce n'est pas comme si on découvrait tout d'un coup, mais disons où le poids de la preuve accumulée devient tellement écrassant que c'est de la mauvaise foi maintenant que de nier. Si je réponds à la question d'Arthur sur les amendements que je vais porter, alors il y a une série d'amendements végétariens que j'ai signés, fait co-signer et transmis aussi à des collègues parlementaires sur le projet de loi climat résilience en particulier. Comme à Écologie, Démocratie, Solidarité, on n'est pas suffisamment nombreux pour être un groupe parlementaire. Techniquement, on est non inscrit et donc avec en pratique 0 temps de parole.
J'ai distribué mes amendements à tout l'hémicycle, en tout cas en demandant à quiconque voulait s'en emparer qu'ils étaient bienvenus. Je sais en particulier que Dimitri Houbron sera très engagé sur ce sujet végétarien. Pour ceux qui connaissent son action, ça ne les étonnera pas. Sans surprise, donc, un peu comme l'évoquait Loïc, il y a des amendements qui visent d'une part à demander aux restaurations collectives qui pratiquent déjà le multi-menu d'avoir parmi ces menus un menu quotidien qui soit végétarien. D'autre part, parmi celles qui ont menu unique, d'instaurer une fois par semaine au moins une option, un menu unique végétarien. Et puis également un autre amendement qui vise à demander que dans tous les référentiels, dans toutes les formations pour les métiers impliqués dans ces restaurations, il y ait une formation à l'importance et l'intérêt de la diversification des sources protéiques. C'est bien expliqué aussi, c'est bien indiqué clairement dans les amendements que même dans le menu végétarien, au stade d'aujourd'hui, ça peut être aussi bien enrichissement en protéines végétales, légumineuses et tout ce que vous voulez, qu'en protéines animales, à travers les œufs ou le fromage. Et il faut être, comme je disais, c'est juste malhonnête que de penser qu'avec ça, on n'arrive pas à couvrir tous les besoins. Comme un des grands responsables scientifiques de l'INRAE me le disait d'ailleurs, de toute façon, un œuf, c'est fait pour... il y a dedans toute la composition pour un être vivant animal en devenir. Donc, évidemment, dans la composition de l'œuf, on a absolument tous les ingrédients qu'il faut pour couvrir les besoins d'un animal. Merci. Oui, Loïc Prudhomme. Cédric, je suis en train de regarder, de réfléchir si sur les cantines VG, je ne pourrais pas te céder 1 ou 2 minutes de mon temps de parole en séance. Mais je te redirai, j'y réfléchis. On s'en reparle. Merci Loïc, c'est super. Bon, ben voilà, plein de bonnes nouvelles. On est en train de construire quelque chose ici, je le sens. Éline Etienne m'avait demandé la parole pour réagir sur ce qu'avait dit Loïc Prudhomme tout à l'heure sur la question des lobbies. Et après, on donnera la parole à David Corrent, parce que je lui ai donné une question difficile tout à l'heure quand même. Donc, on va essayer de trouver quelque chose de plus simple, peut-être sur cette même thématique, si David Corrent voudra réagir à tes propos, Éline. Oui, ça me faisait sourire le sujet des lobbies parce que en tant que membre du Conseil national de la restauration collective, on les pratique 1 fois par mois. Et ça me faisait rire cette question des dates. Récemment, ils ont proposé qu'on cite une circulaire de 2001, donc d'il y a 20 ans pour les recommandations pour les enfants. Et maintenant, on siège enfin au CNRC aux côtés de Greenpeace. Ce n'était pas le cas avant. Effectivement, on doit se battre, alors déjà dans l'hémicycle pour faire passer des amendements et ensuite pour qu'ils soient respectés. Je pense notamment à l'amendement qu'avait déposé Mathieu Orphelin au moment des Galimes sur la diversification des protéines, où ensuite il y a eu toute une opération au CNRC pour dire oui, diversifions parmi les protéines animales. À chaque fois, beaucoup d'opérations qui sont souvent proches de la fake news, en fait, pour essayer de détricoter tout ce qui est passé. Donc là, si quelque chose passe dans le projet de loi climat, nous, ensuite, on en a pour 5 ans pour que ce soit effectivement mis en place et pas détricoté. Sur le sujet des lobbies, je vous conseille un rapport de Greenpeace sur la question des recommandations dans les cantines. Et la prochaine actualité, je pense qu'on va avoir, c'est sur la question du produit laitier. Aujourd'hui, c'est obligatoire dans les cantines de servir un produit laitier chaque midi. Alors à la VEF, il n'est pas question de dire que les produits laitiers doivent disparaître des cantines, mais obliger les cantines à les servir automatiquement tous les midis nous paraît arbitraire, sachant que là, les recommandations, elles vont être appliquées pour ces 10 prochaines années. Et on voit que les acteurs autour de la table, et notamment les lobbies du lait, sont tellement puissants que c'est possible que pour ces 10 prochaines années, les cantines soient obligées de servir un produit laitier tous les jours, y compris si le plat du midi était une tartiflette, c'est pas grave, on rajoute quand même un produit laitier ensuite. Et donc je pense que ça, c'est peut-être le prochain combat politique à porter sur la question des lobbies. Les lobbies de la viande qui sont très puissants, mais n'oublions pas aussi ceux des produits laitiers. Merci Éline. David Correment, est-ce que au niveau de l'Union européenne aussi, il y a un poids des lobbies qui est important? On sait que ce n'est pas encadré de la même manière, mais bon, il y a de temps en temps. En fait, c'est intéressant cet échange sur les lobbies. Les lobbies, ils agissent avant
le travail parlementaire, ils agissent pendant le travail parlementaire, ils agissent après le travail parlementaire. Et tout ce qui vient d'être dit le résume. Ils agissent avant en faisant passer des notes au gouvernement, en imprégnant la société d'ailleurs d'un certain nombre de choses et tout ça. Donc quand la copie arrive au Parlement, déjà elle est biaisée. De plus en plus, ils agissent pendant le travail parlementaire, soit par l'envoi de choses aux parlementaires, soit en envoyant directement des parlementaires. Ça arrive aussi, qui, de fait, représentent voilà, les intérêts de ceux qui les ont cooptés. Et puis, ils agissent après, ça a été dit, sur tout ça. Donc, on parle sur les décrets d'application, sur les circulaires, sur les notices que rappelait Loïc, etc., etc. Donc, ils sont partout. Ils sont partout parce qu'ils protègent des intérêts qui sont les leurs au Parlement européen. D'ailleurs, c'est souvent la petite blague que je fais quand on me dit « mais l'Union européenne, ça ne sert à rien, le Parlement, il ne sert à rien, européen, il ne sert à rien ». Pour un truc qui ne sert à rien, il y a quand même beaucoup de lobbies à Bruxelles pour essayer d'influencer les décisions qui sont prises. Donc, en réalité, il y a beaucoup de pouvoir là-bas. On peut le regretter, mais c'est une bonne raison pour s'y intéresser. Donc oui, nous, on a des règles maintenant qui sont assez strictes pour les parlementaires, pour les députés. On doit signaler quand on rencontre des gens qui sont eux-mêmes identifiés comme étant lobbyistes, et au sens large, hein, parce que le terme lobby détermine tous les gens qui défendent, qui interviennent à Bruxelles pour parler, donc y compris ceux qui font des plaidoyers sont assimilés, alors que c'est évidemment pas la même chose, mais enfin ça c'est un autre débat. Donc oui, c'est assez transparent, mais ça n'empêche pas l'activité de ces lobbies, notamment eux, ils interviennent aussi au niveau des fonctionnaires ou de la commission, directement au niveau des conseillers, plus des fonctionnaires, des conseillers autour des commissaires européens. Je voulais dire un mot sur la bataille de lobby, parce que souvent ces lobbies, c'est comme les chasseurs, ils prétendent défendre la ruralité. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir vendre le fait qu'ils interviennent dans le débat public, ils disent jamais c'est pour que Lactalis gagne plus d'argent, fasse de plus de bénéfices, c'est pour que j'ouvre plus d'usines à viande, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent nous, on est les seuls contre ces politiciens hors sol parisiens à défendre la réalité de la ruralité. Et moi, je vais insister là-dessus, c'est que c'est quoi la ruralité? Un département rural, c'est la définition admise. C'est un département dont la grande majorité des activités sont liées à l'activité agricole et paysanne. Or, quel est l'effet direct de ces lobbies sur les territoires ruraux? C'est la destruction de la ruralité. Leur modèle agricole idéal, c'est un modèle agricole sans paysans. C'est ça qu'ils veulent. Je dis les usines, etc. De la même façon que dans l'industrie, leur modèle idéal, c'est des usines sans ouvriers. Et le modèle idéal d'Amazon, c'est des commerces sans commerçants. Il y a une logique dans tout ça. Et donc, il faut refuser d'intérioriser ce discours qui serait de dire c'est les défenseurs de la ruralité. C'est les fossoyeurs de la ruralité. S'ils continuent comme ça, dans 20 ans, il n'y aura plus de territoires ruraux. Il y aura des territoires de non-vie où il y aura une automatisation de l'agriculture, etc., avec des produits dégueulasses. Et tous les gens qui continueront à y vivre, soit ils seront au chômage, soit ils travailleront en télétravail parce qu'ils ont un boulot qui leur permet de le faire. Ce n'est pas ça qu'on veut. Donc il y a un enjeu d'aménagement du territoire et de vision de ce qu'est la France et de ses terroirs, etc., derrière le sujet dont on parle. Donc c'est très important de ne pas les laisser dire qu'ils sont les défenseurs de la belle France, des paysages et des bocages. Ils sont exactement le contraire de ça. Merci David Cormand, et Cédric Villani veut réagir. Oui, je m'associe tout à fait à ce que vient de dire notre collègue David Cormand, et je voudrais insister sur quelques points. D'abord, lobby en soi, c'est quelque chose de légitime. Alors quand on emploie le mot lobby, c'est péjoratif d'habitude, mais représentant d'intérêt est un mot plus neutre. Et c'est 5 dans le débat politique qu'il y ait des associations, des acteurs qui viennent représenter toutes les tendances. Et d'ailleurs, dans l'hémicycle, sur ces sujets animaux, par exemple, sans arrêt, on entend certains de nos collègues dénoncer les lobbies animalistes, etc. Tout est OK à condition que ce soit transparent et sincère. Le problème qu'on a, c'est quand quelqu'un défend des intérêts sans l'assumer, prétend agir au nom de telle cause et en fait fait quelque chose d'autre. Quand le truc est assumé et sincère, il n'y a aucun problème. Pour prendre un exemple dans ce sens,
pour prendre sur la question végétarienne, j'ai été démarché par la section locale sur mon territoire de Greenpeace, qui sont venus à moi pour faire la promotion du végétarisme de façon très transparente et tout ce que vous voulez. Et j'en fais pas mystère de ce genre de choses. Et comme je leur ai dit, ben, pas de problème. Et dans mes amendements, à chaque fois que l'amendement il a émané d'une discussion avec un représentant d'intérêt, j'indique cet amendement est issu de discussions avec, etc. Je ne prends jamais les amendements tels quels. Mon équipe les retravaille toujours. Mais quand il y a un représentant d'intérêt qui a été impliqué, on le mentionne. Et c'est dans le débat contradictoire que se font les choses. Ce n'est pas grave si vous êtes exposé à tel lobby, à condition que, un, vous n'êtes pas dupe quand il y a du faux discours, et deux, vous écoutez aussi le point de vue qui va de l'autre côté. J'aimerais, par rapport aux différents acteurs, dire un petit mot, pour le coup, parmi les producteurs en faveur d'une filière. Le discours de la filière bovine de ces dernières années est un discours progressiste. Interbev parle de flexitarisme, parle de réduction, de manger mieux, de manger moins. En tout cas, dans certains de ces documents, c'est explicite. Et je me souviens de la façon dont ils avaient accueilli au Salon international de l'agriculture. C'est un des acteurs les plus ouverts. D'autres acteurs au niveau syndicaliste, agricole ou d'autres représentants ne sont pas du tout aussi ouverts. Et comme le disait David Cormand aussi, des fois, vous avez des collègues parlementaires qui arrivent, on a l'impression qu'ils ont été juste missionnés par certains intérêts ou certains lobbies avec mission de défendre leurs intérêts coûte que coûte. Ils disent qu'ils agissent au nom de la science ou qui sait quoi, mais quand on connaît le dossier, on n'est pas dupe. Dernier point que je voudrais dire, c'est très important l'échelon européen. Bien sûr, quand David nous dit si l'Europe ne servait à rien, il n'y aurait pas autant de lobbies et de représentants d'intérêt à l'Europe. Évidemment que c'est vrai. C'est fondamental l'échelon européen. Et on le voit, dès qu'on défend des intérêts écologistes, on le voit sans arrêt, à quel point l'évolution européenne est importante. Et d'ailleurs, sur le sujet plus large que la question végétarienne, sur des sujets qui sont liés à la cause animale en général, David Cormand le sait bien, l'évolution des règlements européens a joué un rôle capital au cours des dernières décennies. Il y a ce très beau petit ouvrage de Pascal Durand et Christophe Marie qui vous parle de ça de façon très explicite et pédagogique. Et c'est important aussi d'avoir l'Europe dans un contexte français où le débat sur le végétarisme est plus difficile qu'ailleurs. Premièrement, parce qu'il y a une spécificité gastronomique française, culturelle très implantée. Je vous rappelle que l'histoire du repas gastronomique à la française, avec viande ou poisson comme plat principal, c'est dans le repas gastronomique français inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, noir sur blanc. Et puis, il y a un secteur agricole français aussi et les producteurs extrêmement implantés avec des acteurs économiques souvent, enfin des agriculteurs souvent en souffrance, un discours épidermique qui fait que le débat, la discussion y est plus difficile qu'ailleurs. On ne va pas revenir et refaire tout le film sur, par exemple, la proposition de loi que j'ai portée au Parlement sur l'élevage, les positions défendues par Loïc et par d'autres députés là-dessus, mais on a bien vu à cet égard combien c'était dur, et en France plus dur qu'ailleurs. Ça se reflète aussi dans les options, tout ça se reflète aussi dans les options alimentaires. France, c'est peut-être 3% de végétariens, quelque chose comme ça, alors que chez nos voisins d'Europe occidentale, c'est plutôt 10% que 3%. Et avec cependant une forte demande qui monte, on le voit, et un train à prendre pour la France en s'inscrivant bien dans une dimension européenne. Merci beaucoup. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'on peut dépasser légèrement le temps, mais on va éviter de trop dépasser parce qu'il y a nos députés qui sont sans doute occupés. Une question très rapide pour Loïc Prudhomme de Caroline, qui voulait la forme d'action constatée des lobbies, comment ceux-ci interviennent de manière très rapide. Après, on passera sur une autre question. Il y en a plein, je ne pourrais pas toutes les poser, malheureusement. Vous êtes des dizaines de milliers sur ce live. Loïc Prudhomme. Oui, alors peut-être avec un petit bémol sur ce que disait Cédric sur l'histoire des lobbies. Moi, je distingue les représentants d'intérêts qui représentent des intérêts, l'intérêt général, j'allais dire, et ceux qui sont des représentants d'intérêts particuliers, économiques ou financiers, dans lesquels ils ont un intérêt direct.
et c'est une nuance quand même qui n'est pas négligeable. Sur comment ils agissent, je l'avais un peu qualifié, j'ai écrit un petit bouquin suite à ma commission d'enquête qui s'appelle Un député met les pieds dans le plat, et j'avais dit, en fait, il y a un chapitre qui s'appelle le lobbying se pratique en pyjama. Cédric comprendra bien, parce qu'effectivement, c'est souvent à proximité de l'Assemblée nationale que nous sommes invités à des petits déjeuners avec tel ou tel groupe à 8 h du matin avant que nos travaux en commission ou en séance démarrent. Et donc, voilà, ça me faisait. C'était un petit clin d'œil. Au café Bourbon. Voilà, au café Bourbon. Et donc, bon, on pourrait y aller effectivement presque en pyjama et en charentaise, tant c'est matinal et à proximité de nous, en tout cas pour moi, de mon bureau dans lequel je passe quelques nuits aussi parisiennes. Donc voilà comment ça se traduit, c'est ça, c'est des invitations à venir partager des petits déjeuners pour nous expliquer effectivement combien la filière bovine est indispensable, combien si on change ou si on oblige la filière à bouger, on va mettre en péril économique toute la filière et que tout ça va s'écrouler tel un château de cartes, etc., etc. Voilà, c'est toujours la même question. Et on a toujours des lobbyistes, pour le coup, là, qui représentent ces intérêts particuliers, qui nous disent bien, hein, oui, on a tout à fait conscience, on a bien compris, on va dans ce sens-là, mais surtout, laissez-nous faire ça. On maîtrise bien les chaînes de production, notamment l'agroalimentaire, ils sont très forts pour ça, mais laissez-nous faire les engagements volontaires, vous savez, ça produit ses fruits plus que la contrainte, parce que la contrainte ne produit jamais rien de bon, ce qui est factuellement faux, parce que les engagements volontaires, ça fait 30 ans qu'on nous les resserre et que rien ne bouge. J'avais pris l'exemple notamment de la question du sel dans l'alimentation. Moi, je suis partisan d'un encadrement législatif fort, avec des trajectoires que l'on donne aux industriels et au monde agricole également pour atteindre des objectifs. Et ça vaut aussi pour la restauration, c'est-à-dire que pour les acteurs de la restauration, collective ou autre, on donne une trajectoire, on met des jalons et on les met de manière assez ferme par la loi, et on s'assure de pouvoir accompagner, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire contre les acteurs, mais de faire avec eux, de les accompagner à ce changement qui est un changement réclamé par, j'allais dire aujourd'hui, beaucoup de consommateurs. Benoît Granier, qui n'a pas parlé depuis longtemps, qui souhaitait réagir. Après, on fera un petit tour de conclusion avant de redonner la parole à Élodie. Oui, c'était deux petits commentaires à ce qu'on a pu dire, oui, sur la tradition de la consommation, du repas gastronomique en France, etc. Ce que disait Cédric Villani était très vrai. Et je pense qu'en complément, il faut aussi rappeler que l'idée de manger de la viande tous les jours, c'est quelque chose qui est en fait une tradition très récente. Jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, on mangeait peut-être souvent de la viande, mais on n'en mangeait pas en grande quantité. On mangeait beaucoup de lentilles avec un petit peu de lard dedans et pas des lentilles. L'idée de manger de la viande tous les jours, c'était le repas du dimanche en fait. Et depuis quelques décennies, on fait un repas du dimanche le midi et le soir. Et si on se replonge dans la tradition française, c'est pas du tout ça qui est traditionnel. En fait, sauf si une tradition, on dit que ça se compte en 30 ou 40 ans, ce qui n'est pas le cas. Et puis un autre argument aussi qu'il faut bien avoir en tête quand on oppose les intérêts des éleveurs et puis le fait de manger de la viande, c'est que la majorité de la viande qui est consommée en France aujourd'hui est dans la restauration collective et dans la restauration commerciale. Alors, excusez-moi, j'ai disparu un instant. Donc oui, je parlais de la majorité de la viande qui est consommée en restauration collective et en restauration privée, donc au restaurant, les fast-food, etc., n'est pas de la viande française, c'est de la viande qui est importée et qui est souvent issue d'élevage intensif. Donc manger moins de viande n'est donc pas forcément mauvais pour les éleveurs, et en manger n'est pas forcément bon pour eux. Voilà des choses qui sont importantes à garder en tête. Merci Benoît. Éline, un commentaire de fin et puis on redonnera la parole aux parlementaires. Ou pas obligé, hein, pas de commentaire. Je suis désolé pour tous ceux à qui on n'a pas posé les questions, mais le temps presse. Voilà. Éline, excuse-moi. Oui, non, ce qui est intéressant, je trouve, avec ce que disait Benoît, c'est comment le culturel et l'économique s'articulent, et comment des intérêts économiques qui, effectivement, nous font croire que ce serait une tradition de manger de la viande 2 fois par jour, là où, effectivement, ce n'est pas le cas, et comment aussi ce climat culturel soi-disant très pro-viande font que tous les intérêts privés qui sont liés à la viande, quand ils sont présents dans les discussions,
bizarrement, ça ne surprend personne que ce soit que, par exemple, l'Interbev siège dans les recommandations sur comment doit être composé le menu végétarien, c'est vrai, et ça ne choque personne parce qu'il y a ce climat favorable à la viande et du coup, on ne considère jamais l'excès de viande comme un problème de santé publique, comme ça peut être le cas du tabac, par exemple. Donc voilà mon mot de conclusion. Merci beaucoup, Éline. Alors, on va faire la conclusion dans le sens alphabétique. David Cormand, un petit mot pour conclure. Oui, bah d'abord, merci pour ce rendez-vous. Pour agir immédiatement à ce qui vient d'être dit sur le changement des habitudes, il faut vraiment avoir à l'esprit que pour des bonnes ou des mauvaises raisons, les deux à la fois historiques, l'Europe est prescriptrice d'habitudes de consommation au-delà de nos frontières. C'est-à-dire que l'Occident dicte un certain nombre de pratiques, y compris alimentaires. Et qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui si nous-mêmes, on ne change pas nos habitudes? C'est que l'Asie, la Chine notamment, est en train d'imiter de plus en plus les modes de consommation très carnés. Ça pose aussi des problèmes en termes de céréales, parce que c'est plutôt riz, ils passent aux céréales avec du pain et tout ça, ça pose d'autres soucis. Et donc l'enjeu, il est aussi, si on arrive à modifier les choses et les habitudes et les représentations en Europe, non seulement ça aura un effet bénéfique ici, mais ça peut aussi avoir un effet bénéfique ailleurs. Le dernier point que je voulais dire, c'est qu'il faut avoir conscience que les assiettes, c'est un champ de bataille politique. Quelle quantité il y a dedans? Quelle qualité? Comment on a fait pour y amener des choses? Qu'est-ce qui s'est passé pour la remplir? Est-ce qu'elle est remplie? Qui la mange? C'est une question de champ de bataille politique, les assiettes. Qui on a fait souffrir pour la remplir? Et donc là, il y a un enjeu de faire en sorte de comprendre, il y a la question religieuse aussi qui est liée à l'alimentation, que l'alternative végé, c'est une façon d'apaiser nos assiettes, j'ai envie de dire. Parce que c'est une manière d'avoir un circuit d'acheminement, de remplissage de ces assiettes où on a le contrôle sur ce dont dépend notre subsistance. Et dans la période politique dans laquelle on est, reprendre le contrôle sur ce dont dépend notre subsistance, c'est un enjeu fondamental. Et la question de l'alimentation et végétarienne, c'est une question qui permet de répondre à cette problématique-là et d'apaiser nos assiettes. Dernier point sur l'aspect législatif, sur les autres, ils ne veulent pas qu'on contraigne. Ça, il faut faire attention parce que c'est une dérive anglo-saxonne de la conception du droit où, dans la représentation anglo-saxonne, on encourage, on propose, on va aller vers, etc. etc. Et LREM est assez branché là-dessus, il ne faut pas contraindre. Or, le droit, le pouvoir législatif des peuples, c'est de dire ce qui est autorisé et ce qui n'est pas. Ça, on a le droit de le faire, ça, on n'a pas le droit. Et donc, il faut, à mon avis, tenir sur une conception claire de ce qui est bien pour l'intérêt collectif et ce qui n'est pas bien. Et quand ce n'est pas bien, il faut l'interdire. Merci David Cormand. Je donne la parole à Loïc Prudhomme maintenant, c'est l'ordre alphabétique. Oui, merci. En quelques mots, effectivement, nos assiettes concentrent beaucoup de questions qui traversent notre société, des questions sanitaires, bien sûr, des questions culturelles, bien évidemment, et des questions climatiques, environnementales, puisqu'elles y concentrent beaucoup de cette question-là par le mode de production des denrées qui arrivent jusqu'à nous. Moi, ce qui me fait souci vraiment aujourd'hui, je pense que Cédric l'a expliqué, hein, cette tendance est lourde, c'est une tendance de fond dans la société. Et moi, ce qui est pour moi un point de vigilance et que je vous invite à avoir, c'est la question de comment des lobbyistes, des industriels vont s'emparer aussi de ce qui, pour eux, devient un marché. Et notamment sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'alimentation ultra transformée, qui va se saisir du végétarisme, du véganisme pour rentrer dans nos assiettes et avoir un effet tout à fait contraire à l'objectif que nous poursuivons tous, à savoir avoir une consommation, un régime alimentaire que nous pouvons choisir, qui est moins impactant pour le climat et l'environnement, qui est meilleur pour notre santé à toutes et à tous, et qui donc est vraiment lié à la façon dont nous allons engager ce virage absolument nécessaire aujourd'hui et urgent. Merci Loïc Prudhomme. Cédric Villani. Merci. Pas grand-chose à rajouter derrière ce qu'ont dit de façon très éloquente mes collègues David et Loïc. Oui,
important toujours garder en tête tout ce qui se passe dans notre assiette. Un champ de bataille, oui, politique, culturel, dans lequel il y a des distances extraordinaires, hein. Parfois c'est de façon inquiétante, hein, une statistique de mémoire, un aliment qui arrive dans votre assiette, en moyenne, tout confondu, il a parcouru quelque chose comme, il a parcouru plus de 600 km, et on est bien loin des produits aussi proches, autant en circuit local que possible qu'on aimerait. C'est aussi des résultats de siècles et de décennies de transformations qui sont culturelles, qui sont économiques, qui sont historiques, et tout ça. Par rapport à ce que rappelait Benoît Granier tout à l'heure, petite nuance à apporter et à garder en tête. Oui, c'est vrai, pendant très très longtemps, Françaises, Français n'ont consommé de la viande qu'en minorité dans leur menu, c'était le repas du dimanche, à l'exception des tables nobles, dans lesquelles ça faisait partie de l'opulence que d'avoir sans arrêt viande, poisson, qu'on ne mangeait pas tout, etc., etc. L'un des plus anciens livres de cuisine connus, ça doit être le XIVe siècle, s'appelle Le Viandier. C'était aussi un signe de pouvoir, et où on voit là aussi qu'il y a quelque chose d'extrêmement émotionnel, quelque chose qui est incorporé, si on veut, dans ses habitudes alimentaires, qui dépasse de beaucoup la rationalité, la diététique ou les questions écologiques. Maintenant, il faut résolument connaître notre passé, aller vers l'avenir, avoir conscience de la situation actuelle. David Cormand a très très bien fait de rappeler que le sujet n'est pas seulement français, il n'est pas seulement européen, il est mondial, qu'aujourd'hui, la part de l'alimentation carnée dans les menus sur les autres continents, c'est un problème majeur, massif, et que bien évidemment, quand on s'engage pour l'équilibre de la planète, pour l'équilibre des animaux, pour l'équilibre humain, on n'a pas en tête seulement ce qui se passe en France, mais ce qui se passe dans le monde entier. Et c'est une bataille à mener. Le point positif énorme, c'est que c'est un des leviers d'action qu'on a sur notre empreinte environnementale le plus fort, le plus simple. Quand on fait évoluer son alimentation, on a un impact et une action écologique majeure. Maintenant, l'enjeu, c'est de donner les possibilités à notre société de faire évoluer ça collectivement pour nous, pour nos enfants, pour leurs habitudes, en gardant en tête que dans toutes ces questions de transformation sociétale, le plus important, c'est la façon dont on agit sur les comportements, sur les histoires qu'on raconte, sur les narratifs, et dont on transforme tout cet ensemble informel qui nous entoure, nous humains, toutes les histoires et toutes les émotions que nous avons pour l'améliorer. En ce sens, on est sur un sujet qui est à la fois extrêmement proche et extrêmement durable. Merci beaucoup. Je profite de prendre 2 secondes la parole pour remercier tous les intervenantes et intervenants au nom de L214 et l'invitation faite par l'AVF pour cette super conférence. Et je laisse justement la parole de conclusion à sa présidente. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour ce débat qui était extrêmement stimulant. Je crois que c'est vraiment important que ce débat soit mené au niveau parlementaire, que ce soit pour la France ou pour l'Europe. Et comme l'a rappelé David Cormand, le rôle d'une assemblée parlementaire, c'est d'établir des lois, c'est de faire évoluer les valeurs, les normes au sein de la société. C'est pas simplement d'émettre peut-être des souhaits vertueux de ce que la société pourrait faire. Je crois qu'il faut vraiment qu'on reste à ce niveau-là, puisque, comme ça a été rappelé, la question du modèle alimentaire, elle porte des enjeux très forts, des enjeux écologiques, éthiques, de santé publique. Donc, il faut vraiment qu'on tienne sur ces questions-là. Je retiens un certain nombre de choses. Tout d'abord, le niveau des discussions a beaucoup progressé depuis les discussions autour de la loi Egalim. On ne peut que s'en réjouir. Un certain nombre d'idées reçues ont été déconstruites, notamment sur la santé. Et ça, c'est très positif. Mais je crois qu'il y a encore un certain nombre de contradictions. Ce qui a été évoqué, c'était le souci pour la santé des enfants quand on parle de menus végétariens, souci qui semble disparaître quand on se préoccupe de l'intervention des lobbies dans les écoles, par exemple.
Voilà, ce que je retiens beaucoup, c'est quand même cette question des intérêts contradictoires. Ce qui va dans le sens de l'écologie et de la santé publique, ça ne va pas forcément dans le sens des intérêts agricoles particuliers. Et des lobbies, pour les nommer. Je retiens aussi vraiment cette importance de la manipulation des lobbies qui a été bien présentée par David Corman quand on parle de défense de la ruralité et qu'en réalité, ce n'est pas du tout compatible avec d'autres approches voilà, qui vont complètement dans le sens inverse. Je crois qu'il y a vraiment un énorme travail à faire pour déconstruire ces manipulations. Moi, je ne suis pas très dupe du discours d'Interbev sur le flexitarisme. Je crois plutôt qu'ils prennent acte du fait qu'on ne peut pas continuer à défendre une consommation accrue de protéines animales. Donc, ils sont bien obligés d'intégrer une certaine partie de la critique dans leur message. Mais je ne crois pas qu'ils soient vraiment en faveur d'un vrai flexitarisme tel qu'on devrait le définir. Oui, je crois que Cédric Villani voudrait peut-être répondre sur ce point. La plupart des acteurs ne prennent même pas acte, hein. Je voudrais signaler là-dessus. Ok. Maintenant, je pense qu'il faut, quand on est un parlementaire, bien différencier ce qui relève des intérêts particuliers et de l'intérêt général. Et je soutiens vraiment Loïc Prudhomme dans ce message-là. Voilà, nous, AVF, on ne travaille pas tout à fait dans la même perspective que les défenseurs des filières viande ou chasse ou lait. Ce que je retiens aussi, c'est que selon les partis, selon leur force de frappe, leur positionnement historique, on rencontre des résistances et des difficultés bien spécifiques. Excusez-moi, je lance mon téléphone qui fait un peu de bruit. On rencontre des difficultés bien spécifiques dans ce débat autour des menus VG. Je retiens le conservatisme des Républicains, par exemple, le centralisme de la République en marche, avec un intérêt, un attachement bien plus fort aux intérêts des lobbies agricoles qu'aux intérêts de la santé publique ou de l'écologie. Et puis, je note quand même vraiment, mais on le savait déjà, l'ouverture, le souhait d'engager, le souhait d'avancer dans des engagements assez ambitieux du côté de la France insoumise, de la République en marche. Excusez-moi, je dis n'importe quoi, de Europe Écologie Les Verts, et puis de certains représentants de plus petites forces comme Cédric Villani. Voilà, je crois qu'il y a une très forte bataille des idées à mener sur les imaginaires. C'est votre rôle et on vous remercie beaucoup et on se félicite de tout le travail que vous faites dans le débat parlementaire. Aujourd'hui, voilà, si on veut que les menus VG avancent, que ce soit des menus de qualité, que ce ne soit pas des menus avec des produits ultra transformés, il y a un travail à faire aussi pour l'accompagnement, travail qui n'a pas été bien mené par le gouvernement. Je crois que ça a été dit. Et en conclusion, le rôle des cantines, c'est évidemment pas de soutenir des filières en crise, comme ça a pu être suggéré au moment des débats autour des cantines lyonnaises. Le rôle des cantines, c'est de bien nourrir les enfants en premier lieu, mais c'est aussi de répondre à des impératifs éthiques, écologiques, de santé publique. Donc tout ça, ça doit s'inscrire dans un projet de société beaucoup plus global. Et c'est pour ça qu'on est là et on est vraiment très, très, très contente de pouvoir travailler avec vous sur ces sujets-là. Je pense que ce sera le cas encore pour les années à venir et voilà, on vous invite à continuer ce travail avec nous. Merci beaucoup. Alors, vu qu'Arthur, j'ai vu que tu ne reprenais pas la parole, je viens d'arrêter le live. Ah oui, du coup, j'allais poser la question.